pour cette rencontre qui est en fait l'occasion pour vous de découvrir le déroulé de ce festival et puis surtout de comprendre ce qui a été à l'origine, ce qui paraît le plus important, du choix du thème cette année. Donc la République et l'universel, et Alain Lhomme, ici présent, est à l'origine donc de ce thème-là, de ce programme qu'il va vous expliquer, déployer pour vous. Et peut-être par rapport aux autres années, parce que c'est la 20e édition cette année, est-ce que ce choix de thème La République et l'universel a été décidé en fonction de l'actualité qui a eu lieu entre le dernier festival de Cité Philo début novembre et donc aussi mi-novembre et cette année, à savoir notamment les attentats qui ont eu lieu au Bataclan. Est-ce qu'il y a une volonté de réfléchir sur un événement précis, alors que ce n'était pas toujours le cas? L'an dernier, comprendre pouvait sembler plus abstrait. Est-ce que c'est délibéré de votre part? Non, c'est tout à fait délibéré, et même il faut revenir pour bien comprendre, il faut revenir justement à ce thème comprendre. L'an dernier, dans l'édition 2015, le thème comprendre n'était pas le thème majeur de la manifestation, c'était la science de laboratoire. Mais ce thème avait déjà été préparé, parce qu'on est obligé de faire les choses assez en amont, fin 2014, et quand se sont produits les attentats de janvier 2015, à Charlie Hebdo et à l'hypercachère de la porte de Vincennes, il nous a semblé que Cité Philo ne pouvait pas faire silence sur les questions considérables posées par ces attentats et qui avaient donné lieu d'ailleurs dans les mois qui avaient suivi à énormément de tribunes, d'articles, de livres, de débats, de disputes même d'une certaine façon. Et on avait donc décidé de consacrer une partie de la programmation à ces événements du mois de janvier sous le titre « Comprendre, retour sur les événements du mois de janvier ». Simplement, ce qu'on ne prévoyait pas, c'est que pendant Cité Philo se produiraient les attentats du 13 novembre. Ça a d'ailleurs été un vrai problème pour nous que de faire face, si je puis dire, à la situation créée par ces attentats, puisque le 12 novembre au soir, nous avions une séance consacrée à un livre qui s'intitule, le titre ne me revient pas, Prendre date, merci. Prendre date, qui était un livre consacré justement à la séquence allant des attentats jusqu'au 16 janvier, le jour de la réparution de Paris, de Charlie Hebdo. Et les intervenants, Patrick Boucheron et puis Mathieu, je ne me rappelle plus bien son nom, dans le train ont appris les attentats. Donc le lendemain matin, nous avions une conférence avec Jeanne Favret-Saada. La question s'est posée de savoir si on poursuivait la manifestation. Nous avons pu le faire avec l'autorisation de la préfecture et de la mairie, ce qui est assez remarquable, assez étonnant. Hein. Ça dit aussi la confiance, d'une certaine façon, que placent les institutions dans un événement comme Cité Philo, alors que les conditions de sécurité, il fallait les garantir. Et puis, il fallait que nous puissions enchaîner, ce qui n'a pas été facile. Mais nous y sommes parvenus et nous avons même eu une séance où nous avons un petit peu discuté avec le public de ce qui venait de se passer avant de reprendre le fil de nos réflexions à partir du travail de Jeanne Favret-Saada. Donc voilà, on peut dire que malheureusement les événements nous avaient rattrapés et avaient confirmé le bien fondé du travail de fond que nous avions essayé de faire. Ce qui s'est passé, il faudrait peut-être revenir sur la méthode que nous avions adoptée. Face à tous ces discours qui se confrontaient et s'affrontaient et qui produisaient peut-être aussi un effet de brouillage, c'était pas toujours facile d'y voir clair, nous nous étions dit que le mieux n'était pas de prendre en charge ces discours eux-mêmes, déjà ils saturaient l'espace public de toute façon, mais de nous intéresser aux notions fondamentales autour desquelles tournaient ces discours, ou sur lesquelles ces discours s'appuyaient, et qui étaient elles-mêmes l'objet de compréhensions différentes, voire de définitions conflictuelles. C'est-à-dire, au fond, comme on le disait dans une formule un petit peu abstraite, la bataille des idées se poursuivait jusque sur le plan sémantique. Que fallait-il entendre par islamophobie? Fallait-il parler d'intégrisme? Qu'est-ce que la laïcité? Comment l'entendre? Et parmi ces questions que nous voulions poser, il y avait bien sûr, qu'est-ce que la République? Qu'est-ce que c'est que cette République, ces valeurs républicaines dont on parle dans un certain nombre de discours? Comment les entendre? Et simplement, les circonstances avaient fait que nous n'avions pas pu mettre en place une rencontre
dédié à ce thème de la République. Pour des raisons tout à fait contingentes, les gens que nous avions contactés n'étaient pas disponibles. Régis Debray nous avait fait savoir qu'il en avait beaucoup parlé et qu'il souhaitait ne pas revenir sur ces questions. Mona Ozouf nous avait dit qu'elle était un peu âgée, qu'elle ne participait plus à ce genre d'événement. Bref, on était resté dans l'impossibilité de monter cette rencontre et avec le sentiment que c'était un manque. Parce que c'était quand même une des notions les plus stratégiques dans ces affrontements de discours. Est-ce que c'était la République qui se trouvait agressée? Est-ce que c'est au nom de la République qu'on était allé manifester et qu'est-ce que ça signifiait? Qu'est-ce que voulait dire cette référence constante à la République venant d'horizons politiques d'ailleurs très divers? Est-ce que tout le monde donnait le même sens à cette République? Est-ce que la République, c'était d'abord et avant tout la laïcité? Est-ce que ce n'était pas aussi autre chose? Question qu'on vient de voir réévoquée avec Cécile Laborde. Il nous semblait là qu'il y avait un domaine de réflexion que nous n'avions pas pu aborder et que c'était bien dommage. Alors de ce manque, on a décidé de faire d'une certaine façon une chance et l'idée m'est venue, elle a été évidemment assez vite relayée par toute l'équipe, de consacrer cette année le thème d'ensemble à cette question de la République. À cette question de la République, mais pas seulement, parce qu'il me semble que tout l'intérêt du programme que vous proposez, c'est d'associer le terme de République à celui d'universel, de l'associer dans le titre simplement en accolant les deux termes, mais ça soulève un problème tout de suite, celui de savoir si la République est ou non universelle, et c'est plutôt ça la question qui se pose. Une chose est de définir la République, et c'est très difficile, ça je pense qu'on va le voir à chacune des rencontres. Finalement, peu de définitions s'accordent réellement pour savoir comment ressaisir ce qu'on entend par République, mais la question de son universalité accroît encore le champ des problèmes inhérents à la République. C'est vrai, et peut-être d'ailleurs qu'on n'a pas mesuré tout de suite l'ampleur des problèmes que la conjonction de ces deux notions allait ouvrir. L'idée de départ, c'est effectivement d'essayer de trouver l'entrée et peut-être l'angle d'attaque qui interrogerait le plus radicalement possible l'idée républicaine et plus généralement donc le républicanisme. Et il nous a semblé que la question de l'universel était une question fondamentale parce qu'à certains égards, les principes républicains s'énoncent comme des principes universels ou universalistes, ils ont une vocation universaliste. La preuve en est que notre Constitution est adossée aux grandes déclarations, en particulier la Déclaration des droits de l'homme citoyen de 1789, qui fait partie de ce qu'on appelle du bloc de constitutionnalité, et la jurisprudence du Conseil constitutionnel en tient le plus grand compte. Donc ces principes ont une vocation universelle, et en même temps, il semble qu'une république ne se constitue que dans un cadre national. Il y a donc ici une difficulté qui nous semblait important d'abord de formuler, pour ensuite l'examiner. Ça pose évidemment immédiatement des sous-problèmes, comme le rapport entre République et nation, rapport assez compliqué. Ça posait bien sûr la question de savoir ce qu'on entend au juste par République. Et là, je dirais qu'il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappé personnellement dans les différents débats que j'ai écoutés à la radio, sur France Culture par exemple, toute l'année 2015 et 2016, c'est que chaque fois qu'il était question dans ces débats de république ou de républicanisme, pas chaque fois, mais à plusieurs reprises, j'ai noté que la personne qui animait la discussion, l'intervieweur ou l'intervieweuse, à un moment, il prouvait le besoin de dire « mais c'est quoi au juste la République ?» Et je remarquais que souvent, quand cette question était posée de façon aussi directe et aussi déconcertante, il y avait un embarras chez la personne qui était interrogée. Comment répondre à une question aussi directe? Alors c'est quoi au juste la République? Je m'y attendais. Je m'y attendais. Je vais être dans le même embarras. Ce que je vais y revenir, je vais quand même pas me défiler. Mais ce que j'avais constaté, c'est que, par exemple, même Mona Ozouf, qui pourtant était invitée pour la publication en quarto du recueil de ses principaux textes, dans un ouvrage qu'elle a intitulé « De Révolution en République », et qui donc est quand même quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur la République, a marqué un temps d'hésitation
Et comme il se trouve que le débat qui s'était engagé juste avant portait sur la laïcité, sur lequel elle a des positions intéressantes et tout à fait ouvertes, elle a répondu, la République, c'est la laïcité. Sous-entendu, en l'occurrence, là, dans le moment où nous parlons, au fond, la République, c'est la laïcité. La laïcité, c'est finalement un principe fondamental de la République. Mais je me disais, la question de fond, du coup, n'est pas posée. Si je dis la République, c'est la laïcité, je risque d'occulter d'autres dimensions aussi fondamentales et surtout de perdre de vue qu'il y a sans doute plusieurs valeurs ou principes. Je vais revenir sur la question des valeurs et des principes. La question se pose de savoir comment on les hiérarchise aussi. Est-ce que c'est d'abord l'égalité ? Est-ce que l'égalité et la liberté ensemble ? Est-ce que c'est la laïcité dans un deuxième temps ? Et puis surtout, ça nous a alertés sur le fait que le retour en force du thème du républicanisme dans les dernières années, les derniers mois, il y aurait une histoire à faire de la reviviscence du thème républicain en France depuis la Deuxième Guerre mondiale. On va même pouvoir en dire quelques mots éventuellement. Mais ce qui faisait problème, c'est que tout à coup, la question de la République n'était plus posée qu'à travers le prisme de la laïcité. Et c'est ça que nous voulions desserrer. D'ailleurs, je vais même vous faire une confidence. Nous avions décidé que nous ne consacrerions pas cette année de séance à la laïcité. Bon, il se trouve qu'en invitant Cécile Laborde pour son livre sur le républicanisme critique, vous invitait quasiment à mettre l'accent sur ce thème, mais nous estimions que nous avions fait un travail suffisamment important l'an dernier en invitant Jean Bobéro pour son livre, dont le titre, à mon avis, vaut à lui seul argument. Son livre s'appelle « Les 7 laïcités françaises ». Et lorsque vous avez compris et admis en lisant son livre qu'il n'y a rien moins que 7 laïcités en France, vous commencez à vous interroger sur la possibilité de tenir un discours laïque univoque, massif, sans nuance, et sur la possibilité d'en faire une sorte de machine de guerre. C'est aussi vrai sans doute pour les autres termes de la devise. Il y a sans doute plus de 7 définitions de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, cela dit. Certainement. Simplement, l'intérêt du livre de Bobéro, ça donnait lieu à une excellente séance, d'ailleurs, qui est sans doute l'une des séances qui a été enregistrée, qui est la plus écoutée, puisqu'elle n'a pas été... c'était pas une vidéo, mais c'est un enregistrement audio. C'est peut-être l'une des séances la plus écoutée sur notre site. Ça a manifestement été extrêmement éclairant pour les gens qui ont participé à cette séance, parce que quand il dit qu'il y en a 7, il ne dit pas simplement il y en a plusieurs, il y en a forcément un certain nombre. Il fait une analyse de sociologue et d'anthropologue extrêmement minutieuse pour construire ces 7 idéaltypes dont il montre qu'il y en a 7, il n'y en a pas plus, mais il n'y en a pas moins. Et en particulier, les 4 premiers sont extrêmement intéressants parce qu'il le reconstruit à partir des débats qui ont accompagné la préparation de la loi de 1905, la loi de séparation, et il montre que la loi, c'est la consécration d'une de ces 4 conceptions. Les autres ont donc été en quelque sorte défaites politiquement. Celle de Combes, par exemple, qui était d'une laïcité beaucoup plus dure et qui était, par exemple, le type de laïcité qui demandait l'interdiction des soutanes selon le décret municipal passé dans la commune d'Écrémens-la-Bicêtre. Donc une laïcisation intégrale de l'espace public. La loi de 1905, ça n'est pas ça. C'est la neutralité, comme on dit tout à l'heure, des institutions, de l'État, mais absolument pas une neutralisation religieuse de l'espace public. Ça veut dire que, par exemple, les gens qui pensent que la religion doit n'exister que dans la sphère privée ne sont pas du tout fidèles à l'esprit de la loi 1905. La loi 1905 est d'abord une loi qui instaure la liberté de conscience. D'ailleurs, le mot laïcité ne figure pas dans la loi 1905. Dans les débats de 1905, le mot laïcité n'est quasiment pas présent. Le mot tolérance, en revanche, y est fortement pour ceux qui croient que la laïcité, c'est autre chose fondamentalement que la tolérance. Bon, mais je m'écarte un peu là. Le point important, c'est qu'il va construire ces 4 modèles à partir des débats d'une très grande qualité, d'ailleurs. Il faut aller lire le livre aussi pour ça. On savait à l'époque débattre avec un très haut niveau, une très grande qualité d'argumentation sur laquelle on pourrait vraiment prendre exemple aujourd'hui. Voilà, j'ai un peu perdu le fil de ce que je raconte. Eh bien, je vais vous reposer la question que vous attendez, qui vous met dans l'embarras, mais je pense qu'on attend tous, non pas peut-être une réponse, mais au moins une justification de
de l'angle que vous avez donné à ces rencontres. Quand je vous pose la question de savoir ce qu'est la République, c'est pas simplement de la provocation, c'est qu'il me semble, et c'est là tout le travail du philosophe sans doute, s'il y a une définition de la philosophie, c'est d'essayer de définir les termes qu'on emploie, ce qui est très difficile. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de République? Est-ce autre chose qu'une devise composée elle-même de termes que nous avons bien du mal à définir, ou, ça c'est une deuxième question, mais je pense que elle est liée à la première, est-ce autre chose qu'un idéal auquel nous tendons et que nous espérons réaliser, mais qui n'est jamais concrètement palpable? Alors, je vous répondrai que la République, c'est un corps de principes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai une certaine réticence à employer l'expression « valeur de la République ». J'essayais, quand j'étais professeur de philosophie, d'expliquer que des valeurs et des principes, ça n'est pas la même chose. Des valeurs, ce sont des choses que nous élisons, que nous choisissons, qui renvoient à des idées d'appartenance, d'idiosyncrasie. Mes valeurs, d'une certaine façon, elles me sont propres. J'ai mes valeurs, vous avez vos valeurs, chacun a ses valeurs. Et au fond, on ira effectivement, pour le coup, vers une idée un peu vague de tolérance. Ben, chacun doit, au fond, respecter les valeurs des autres. Mais si la République, ce n'est qu'un ensemble de valeurs, ça veut dire que ces valeurs n'ont rien d'universel. Elles caractériseraient effectivement une certaine tradition politique, peut-être un État déterminé, comme la France, dont ce seraient les valeurs. Et ce qui est fâcheux, c'est que du coup, si vous conservez ce vocabulaire de la valeur, vous allez peu à peu dériver vers l'idée que ces valeurs, elles constituent notre identité, elles sont ce que nous sommes en propre, donc nous aurions une sorte d'identité républicaine. Le vocabulaire identitariste, dont il faut à mon avis se méfier comme de la peste, va prendre le dessus. Et de l'identité républicaine, vous passerez très facilement à l'identité nationale, dont vous savez les usages qu'on a pu en faire. Et de l'identité nationale, on passera à une sorte d'identité culturelle. Et au fond, comme disait Cécile tout à l'heure, eh bien, les valeurs culturelles dominantes seront considérées comme ayant force de loi, en quelque sorte, et comme s'incorporant assez confusément aux fameuses valeurs de la République. Des principes, c'est autre chose. Des principes, ce sont des propositions que l'on pose, que l'on énonce à l'universel. Tous les hommes naissent et demeurent. Donc vous avez un quantificateur, tous les hommes, qui universalise la proposition, même si, on va pouvoir y revenir, une proposition n'est jamais intégralement universalisée, parce qu'elle est obligée de convoquer des termes, celui d'homme, celui de droit, qui sont des termes dont nous ne sommes pas sûrs que nous les avons suffisamment formalisés. On va pouvoir y revenir. Mais ce sont d'abord des propositions dont nous devons mesurer toutes les conséquences. Donc si nous validons le principe, c'est que nous assumons toutes les conséquences, y compris celles qui ne nous conviendraient pas à titre privé. Et c'est un corps de principes, c'est-à-dire des principes qui s'articulent les uns sur les autres. Et nous devons, en examinant les conséquences de ces différents principes, il y a de fortes probabilités pour que nous tombions sur des contradictions, des conflits de normes. L'égalité va impliquer peut-être des choses dont on dira que la liberté, elle, exigerait peut-être un autre type de solution jurisprudentielle, puisqu'au fond, la jurisprudence, sa fonction fondamentale, c'est effectivement d'essayer de relire les principes pour éventuellement savoir quel est le principe le plus élevé et quel est le principe qui, dans le cas d'espèce, devrait être considéré comme subordonné, et résoudre le problème auquel on est confronté. Donc vous voyez, des principes, ils s'énoncent à l'universel, ils ne font pas l'objet d'un libre choix, mais ils sont posés au terme d'une délibération rationnelle, d'un échange discursif, d'un échange de raisons, et en ce sens, ils sont l'objet, ils sont l'objet d'un libre choix au sens où c'est au terme d'un raisonnement entièrement libre que nous les posons et que nous les proposons. Mais il se pose aussi évidemment un échange délibératif. Par définition, sur les principes, nous devons tomber d'accord si nous voulons fonder ensemble une république commune. C'est ce qu'il y a de plus difficile, ça, pour le coup, d'essayer de mesurer l'assentiment de chaque citoyen au principe républicain qui, par définition, est fondateur originel. Tous les principes républicains ne font pas l'objet d'un choix aujourd'hui. Non, bien sûr. Ils peuvent en tout cas faire l'objet d'un débat. Et le malheur, c'est que quand on évoque les valeurs de la République de façon un peu incantatoire, on peine à réouvrir ce débat.
Cécile Laborde nous a montré tout à l'heure comment, dans le champ du républicanisme critique, c'est justement ce débat qu'on veut réouvrir, pour demander ce qu'on met au juste sous les 3 termes de la devise liberté, égalité, fraternité, et quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on entre dans le champ de l'application. Mais la devise républicaine n'épuise pas le corps des principes. Ce sont des principes ou des valeurs, d'ailleurs? Ce sont des principes parce que les qui deux, ont les deux été, peuvent se rencontrer. si vous voulez, la devise, c'est une façon ramassée, comment dire, et pour que les choses prennent une charge symbolique. Mais ça renvoie, alors pour la fraternité, c'est peut-être plus compliqué, mais pour la liberté et l'égalité, ça renvoie à des principes qui sont des principes de la déclaration, de la déclaration des droits de l'homme, qui, elle, les énonce explicitement comme des principes. Alors simplement, la question que vous me posez avec insistance en me disant c'est quoi la République et quel est ce corps de principes, ce qui est amusant, c'est que, enfin amusant et en même temps un peu préoccupant, c'est que quand je me suis mis en quête, ou quand nous nous sommes mis en quête, c'est quand même un travail collectif, nous avons réuni un groupe d'une dizaine de personnes qui ont travaillé ensemble là-dessus, nous nous sommes mis en quête de ce corps de principes, nous n'en avons jamais trouvé une version parfaitement explicite et cohérente. C'est-à-dire que nous vivons sur un corps de principes qui a accompagné d'un certain flou, et j'en veux pour preuve, à la lumière de la lecture d'un livre de Frédéric Monera, qui est un spécialiste de droit constitutionnel, et qui a écrit un livre qui s'intitule « La République à la lumière de la jurisprudence du Conseil constitutionnel », on découvre que le Conseil constitutionnel se pose la même question. Quels sont les principes républicains? Quel est le corps de principes qui constitue la République? Et il ne peut les dégager que, empiriquement, en quelque sorte, enfin, le mot n'est pas tout à fait juste, mais il est obligé de revisiter le corpus des textes dans une démarche purement jurisprudentielle pour dire ça, effectivement, c'est un principe que l'on peut considérer comme un principe fondamental de la République, en allant étendre le bloc constitutionnel, ou en tout cas le bloc de textes qu'il estime légitime de prendre en compte, jusqu'en remontant, par exemple, à la Seconde ou à la Première République, voyez-vous. Donc ce travail de dégagement des principes, c'est pas quelque chose effectivement qui est purement hypothético-déductif. À certains égards, beaucoup de ces principes sont contenus dans la déclaration, mais pas tous. Et c'est un travail permanent, en tout cas de jurisprudence, pour Conseil constitutionnel. Ça devrait être un travail permanent dans le débat public, que de les dégager le plus clairement possible. Et peut-être n'y arrivera-t-on jamais, et peut-être est-ce là la bonne nouvelle. Ce que je veux dire, c'est que si à chaque terme qui compose la devise républicaine correspondait à une définition extrêmement claire, il suffirait de l'appliquer. Peut-être que du coup, la liberté, qui est un des termes de cette devise, n'existerait plus. La liberté est aussi celle d'interpréter comme on l'entend, en fonction de l'époque, en fonction d'une certaine évolution culturelle, intellectuelle et historique de la société, chacun des termes pour pouvoir toujours y coller le mieux possible. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait une liberté interprétative également. Oui, mais là, il y a beaucoup de choses dans votre question ou dans votre observation. Chacun peut toujours librement interpréter les principes, évidemment. Bon. Le problème, c'est qu'il faut que cette interprétation, d'abord, soit conforme au droit tel qu'il est pour l'instant appliqué. Il y a donc des moyens politiques, débat public, éventuellement recours juridique, militantisme politique pour dire, voilà, la règle d'égalité telle qu'elle est définie, par exemple, est mal formulée ou est trop formelle ou n'est pas correctement appliquée. Et on va effectivement débattre et voir se battre politiquement autour de la façon dont il faut comprendre ce principe. Vous dites une définition claire, ce serait un problème. Non, parce qu'une définition claire, c'est justement elle qui va permettre de procéder à une lecture du réel. Si vous n'avez pas au moins une définition claire, vous n'y voyez pas clair du tout pour le coup. À moins qu'on procède à l'inverse, qu'on parte du réel pour essayer d'arriver à une définition claire, et non pas que la définition s'applique. Si vous partez du réel, vous risquez on a consacré une édition de Cicero à quel réel, c'est une question compliquée, le réel. Et le réel pris comme ça, de façon brute, d'abord, quelle est son échelle, est-ce que c'est le réel qui correspond en gros à vos entours, à votre expérience à vous, vos choses privées ou personnelles? Non, c'est un terme, c'est le plus problématique d'entre tous, le terme de réel. Simplement, c'était plutôt méthodologique comme observation, c'est-à-dire que proposer une définition claire de chacun des termes de la devise peut être satisfaisant
intellectuellement et nécessaire juridiquement, ça je vous l'accorde évidemment, mais peut-être insatisfaisant dans son application politique, parce qu'une définition clairement établie ne peut jamais, et c'est le propre du droit et des lois qu'on essaie d'appliquer que de mettre en scène cette ambiguïté, ne peut jamais correspondre à chaque singularité. Et quand je disais que c'était peut-être une bonne nouvelle, qu'aucune définition absolument précise et immuable existe, c'était pour pointer ce champ, cet espace que j'estime être un espace de liberté que nous avons pour sans cesse essayer de redéfinir ce que nous entendons par la liberté aujourd'hui. Ce n'est pas la même définition qu'il y a 200 ans, par l'égalité aujourd'hui, par la fraternité encore plus cette année sans doute, et que cette bonne nouvelle est ce qui ouvre le champ à la réflexion et qui justifie qu'on y consacre, que vous y consacriez plusieurs semaines de réflexion. Bien sûr, mais pour l'instant, la tâche la plus urgente, me semble-t-il, c'est d'arriver à dégager ces principes tels qu'ils ont été, tels qu'ils fonctionnent à travers une tradition politique et un corpus de textes, pour commencer effectivement par les clarifier. Ensuite, effectivement, nous pourrons mesurer quel est leur écart, quelles sont leurs imperfections, comment il faut éventuellement les reformuler. Bon. Par exemple, les questions, revenons par exemple sur la proposition de la déclaration « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Les futurs constituants, puisque la déclaration est rédigée au moment où on commence à vouloir mettre en place la première constitution, et elle est destinée à lui servir de préambule, essayent de formaliser au maximum leur énoncé. Parce qu'effectivement, un énoncé ne peut être énoncé à l'universel que s'il est relativement formel. Et je dis volontairement formel et non pas abstrait. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas trop personnellement l'expression universalisme abstrait. L'universel est formel, c'est-à-dire tous les hommes, tout homme, voilà un opérateur de formalisation. Simplement, on dit tous les hommes. Bon. Et en français, les hommes, il y a une confusion de la notion, hein, ça désigne aussi bien les gens de sexe masculin que l'ensemble des hommes. Bon. Le problème, effectivement, c'est que en employant le mot homme, il y a peut-être des présuppositions inaperçues, hein, qui font que quand le principe va s'appliquer, eh bien, on va commencer par oublier que l'humanité est composée d'autant de femmes que d'hommes. Bon. Et il faudra un moment, sans une contradiction d'ailleurs qui est assez plaisante à observer dans notre Constitution, qui normalement, en tant que Constitution républicaine, est, comme on dit souvent, aveugle aux différences, hein, considère que les droits s'appliquent à toutes les personnes sans considération de sexe, de race, de religion, etc., on a été obligé de spécifier que la République accordait les mêmes droits aux femmes et aux hommes. On a été obligé de le spécifier. C'est-à-dire que... On aurait pu dire êtres humains, pour le coup. Alors, on aurait pu dire êtres humains, effectivement. Alors là, vous avez des problèmes qui tiennent aussi à ce qu'on appelait autrefois le génie des langues. L'expression droits humains, par exemple, commence à s'imposer en français, à s'utiliser. Au départ, elle passait vraiment pour un anglicisme, parce que le mot humain en français désigne aussi le fait de faire preuve d'humanité, et créditer les droits d'une capacité d'humanité semblait un petit peu étrange. Bon. Le problème ne se pose pas du tout, évidemment, en anglais. Donc il y a des problèmes de reformulation des principes, et souvent, les problèmes que vous soulevez de transformation, d'évolution, de changement de contexte, aussi d'expériences nouvelles. Hein. On ne prétend pas évidemment que l'ensemble des problèmes possibles étaient dans l'horizon des constituants de 1789, font que les principes, il faut les reformuler, les universaliser plus qu'ils ne l'étaient, éventuellement les spécifier, mais ça devrait être l'objet du débat démocratique. Et alors, est-ce que la façon dont vous avez programmé les journées qui nous attendent là prennent en compte ce travail à faire et propose une forme de... Alors, je ne sais pas s'il y a un cheminement, mais une manière de répondre à ces questions-là, y compris définitionnelles, à travers chacune des rencontres? Alors, nous essayons de construire un parcours cohérent, que le public n'est pas obligé de suivre, mais ce serait dommage qu'il ne le sache pas. Hein, à savoir qu'il a la possibilité, effectivement, en suivant la vingtaine de rencontres qui sont dédiées au thème, de suivre le parcours que nous-mêmes nous avons construit pour essayer d'y voir un petit peu plus clair et de donner une cohérence à cette thématique. Bon, si vous voulez, il y a un débat dans l'association qui est un débat récurrent. Quel statut accorder au thème? On peut lui donner un thème relativement souple,
un caractère relativement souple, considérer qu'il est une sorte de, je dirais pas d'étiquette, c'est un peu dépréciatif, mais c'est là-dessus que se regroupent un certain nombre de rencontres, mais le lien de chaque rencontre au thème reste relativement lâche. Certaines années, c'est comme ça que c'est constitué. Comment dire, c'est peut-être d'ailleurs plus facile à monter. D'autres années, nous avons envie de construire une problématique associée au thème. Ça a été le cas cette année. C'est du coup un travail un petit peu plus difficile et qui donne lieu d'ailleurs à des débats et des incompréhensions un peu plus fortes dans le cadre de l'association. Comment l'entendre, ce thème? Pourquoi avoir choisi celui-là? Une majorité demande l'association, presque d'ailleurs tous y sont ralliés, mais avec quand même parfois des réticences. Des réticences. La République, est-ce que c'était pas un thème un peu daté, un peu ancien? Est-ce qu'on n'allait pas croire que Cité Philo jouait aussi sa partition en faveur de la République, pour être, comment dire, dans l'air du temps? Quelle République au fond? Est-ce que la République, c'est vraiment encore une promesse d'avenir? Et je pense que de ces réticences, il doit rester quelque chose dans le visuel qui a été choisi, voyez-vous. Je pense que là, pour représenter la République de cette façon-là, elle est quand même assez sévère, cette République. Et elle porte un masque. Et elle porte un masque, elle porte un casque en plus, un casque archaïque, oui. Je pense que là, il y a quand même un peu de l'inconscient qui a dû parler. Je n'ai pas associé au choix de ce visuel. Sans doute que nous ne partagions pas tous tout à fait la même vision de la République. Alors moi, je propose d'interpréter ce visuel de la façon suivante. C'est la République telle qu'elle se présente quand on a coupé le cordon ombilical qu'elle entretient à l'universel. Alors effectivement, elle devient cette Pallas Athénée de Klimt, déesse tutélaire d'Athènes, et déesse en plus choisie volontairement par Klimt dans un manifeste contre le classicisme comme une déesse archaïque, d'où son côté un peu guerrier. Donc vous voyez, il n'y avait pas forcément la même façon d'appréhender le thème. Quant à l'universel, quand on les prend de façon disjointe, la dominante, qui est presque devenue une vulgate, c'est que l'universel est abstrait par définition. Et donc, comment peut-on être encore universaliste? Il y a d'ailleurs des gens du groupe de travail qui disaient, moi, je te préviens, je ne suis pas universaliste, je suis contextualiste. À mon avis, les normes morales ne peuvent être appréciées, donc je ne suis pas de ce point de vue du même coup, je ne suis pas kantien, je suis plutôt conséquentialiste que déontologiste, pour prendre des catégories qui nous sont venues en partie de la philosophie anglo-saxonne et qui maintenant animent le débat également en France. On me disait donc, ça pose problème, parce que l'universalisme, ça n'est pas ma tasse de thé. Donc, nous avons eu effectivement des discussions, mais on a fini par réussir à construire un parcours. Alors, pour répondre à votre question sur le parcours, d'abord, on va essayer de répondre à la question « Qu'est-ce que la République ?» On a commencé à le faire à travers la séance de tout à l'heure avec Cécile Laborde. Il y aura une autre séance avec Jean-Fabien Spitz et Patrick Savidan, qui sont les traducteurs en France du grand livre de Philippe Petit, dont Cécile a beaucoup parlé tout à l'heure, qui viendront présenter l'œuvre de Philippe Petit, mais à mon avis, ils ne vont pas se contenter de le présenter, ils vont faire comme a fait Cécile, montrer qu'ils en ont peut-être une lecture éventuellement un peu différente des principes de cet ouvrage. Je rappelle que Jean-Fabien Spitz est quand même, enfin je précise, qu'il est un de ceux qui a consacré des travaux assez importants à la question du républicanisme en France. Son livre « La liberté politique » est un livre tout à fait remarquable, avec une présentation de Rousseau qui est lumineuse, qui discute Philippe Petit, il discute Skinner, qui sont les grands théoriciens du revival, si je puis dire, du républicanisme dans les pays anglo-saxons. Il aura donc sans doute bien des choses à dire, aussi à titre personnel, sur cette question, ainsi que Patrice Savidan, qui avait écrit un livre important sur le thème de l'égalité. Alors, ça, c'est une première approche. Une deuxième approche va consister à interroger les rapports entre la République et la nation. Et ça, c'est une question vraiment difficile. C'est sans doute une des questions qui s'est révélée la plus difficile pour nous, parce que nous voulions interroger le rapport qu'il peut y avoir, ambigu, équivoque, qu'il peut y avoir entre républicanisme et nationalisme. Mais la question est compliquée parce que
les deux concepts vont de pair à l'époque de la Révolution. Le Vive la Nation qui est crié à Valmy précède de peu la proclamation de la République. Le concept de nation pendant la Révolution française correspond à ce que Dominique Schnapper a proposé d'appeler nation civique. C'est donc l'instant, c'est ce à quoi fait retour la souveraineté quand la souveraineté n'appartient plus au monarque. Lorsqu'on est au minimum dans une monarchie constitutionnelle, ce qui était au fond le cas jusqu'en 92. Alors, il y a des raisons historiques qui font que cette monarchie constitutionnelle n'a pas pu durer, que la République a finalement été proclamée. Mais le point important, c'est qu'il y avait d'ailleurs jusque-là le roi et la nation. La nation, c'est donc le peuple constitué en corps politique à qui fait retour et choix donc la souveraineté. L'action de savoir ensuite pourquoi le peuple, pourquoi la nation. Quand parle-t-on plutôt de la nation, plutôt du peuple? L'Assemblée est nationale, c'est pas une assemblée populaire. Alors ça tient tout simplement à ce que on a mis en place un régime représentatif qui veut que la souveraineté appartient au peuple, mais qui ne l'exerce pas en permanence et escalité, parce que sinon ce serait la démocratie au sens classique, au sens que le mot encore au XVIIIe siècle, c'est-à-dire la démocratie directe. Le peuple l'exerce en acte, et cela, les révolutionnaires, en tout cas les constituants, y voyaient une forme de despotisme populaire. Donc, les rapports entre peuple, nation, république sont des rapports assez subtils, mais tout cela va de pair. Et la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé au XIXe siècle pour que les mots de république et de nation se mettent à diverger, à se séparer et à pouvoir entrer désormais en conflit. Alors, Claude Nicollet, l'auteur d'un livre qui s'appelle « L'idée de république en France », a une explication toute simple. Il dit « La France n'a pas été constamment républicaine. Elle n'a d'ailleurs pas été majoritairement au XIXe siècle. Les années où elle ne l'a pas été sont beaucoup plus importantes que les années où elle l'a été. La nation, elle, présentait une continuité historique beaucoup plus importante. Et donc, des courants anti-républicains se sont appuyés sur ce fait en disant mais la vraie continuité, c'est la nation. La République, c'est une forme politique, finalement, qu'on peut installer, puis dont on peut ensuite se défaire. Donc, le vrai principe fondamental qui permet de penser l'identité, peut-être, en politique, le mot, je ne sais pas, de la France, c'est la nation. Et donc, la nation était placée au-dessus de la République comme une valeur plus élevée. Et l'anti-républicanisme a donc valorisé fortement la nation. Ce qui fait que les républicains, quand ils ont voulu compenser ce qu'on pouvait considérer comme une abstraction des principes républicains, en montrant qu'il fallait y adhérer à ces principes, et le thème de la fraternité ne suffisant peut-être pas, on réinvestit le terme de patrie. Le patriotisme était républicain et le nationalisme, l'éloge de la nation, était plutôt anti-républicain. Et puis ensuite, au XIXe siècle, un autre facteur qui est que la nation, à partir du retour de thèmes qu'on pourrait vite qualifier de romantique, va s'annexer cette idée qu'il y a un destin historique commun. C'est une idée qu'on trouve chez Renan. On croit souvent que Renan a simplement parlé d'un plébiscite de tous les jours. Mais non, c'est un destin historique que nous avons en commun, donc c'est une continuité, c'est les générations d'hier, les générations d'aujourd'hui, et peut-être aussi les générations de demain. C'est ça la nation. Simplement, ce thème qui est encore un thème qui vient, qui est un thème, je dirais, qui a un certain intérêt, il va ensuite, pour des raisons qui nous seront, je pense, bien expliquées par Hervé Lebras dans la séance de dimanche, intitulée, à partir du livre qui s'intitule « Le sol et le sang », ce thème de la nation a pris un caractère de plus en plus agressif. On a parlé du concert des nations, mais pas seulement du concert des nations, du champ clos dans lequel s'affrontaient les nations. Donc on passe dans l'ère des nationalismes, qui coïncide évidemment avec l'ère des colonialismes. Les nations deviennent impérialistes, et dans le côté colonialisme, le nationalisme peut même, non seulement prendre un caractère ethnique, avec toutes les ambiguïtés du mot ethnie, mais aussi un caractère racial. Donc du coup, les termes commencent à se disjoindre, et on pourrait être tenté de choisir la République contre la nation. Sauf que c'est plus compliqué que ça, parce que la République ne semble, elle, pouvoir exister quand même que dans un cadre national. Et là, nous avons une vraie difficulté qui a été thématisée par Habermas, et nous aurons une séance consacrée à Habermas
où sont invités son traducteur attitré en français, Christian Bouchain-Dôme, et puis un de ses spécialistes en France, Valérie Pratt, Habermas montre la difficulté des concepts républicains, c'est qu'ils ne s'appliquent pas à un peuple déterminé, à un territoire déterminé. Or, une république se présente pour l'instant toujours comme un État-nation. Et donc la question que nous héritions à partir de là, c'est qu'en est-il de l'État-nation? Est-ce que c'est une forme politique indépassable? Et est-ce qu'il n'y a de républicanisme pensable que dans le cadre national? Auquel cas les principes républicains peuvent-ils encore être déclinés comme des principes universels? Ce qui pose toutes sortes de questions, en particulier la question du statut des étrangers. C'est-à-dire que... Alors, quel est le statut d'étranger? Ça, c'est une question tout à fait passionnante. Là, vous l'abordez, je crois. Oui, on l'abordera à partir d'une séance avec quelqu'un qui s'appelle Daniel Lochac, qui a écrit un livre qui s'intitule Le droit et les paradoxes de l'universalité. Elle montre justement comment le droit est confronté à cette question de l'universel, cette catégorie de l'universel, et comment eh bien, il la résout de façon parfois paradoxale. Et on découvre à ce moment-là, à propos de la question du droit des étrangers, quels sont les droits des étrangers sur le territoire national? C'est une question compliquée qui a connu beaucoup d'évolutions. Ils ont même eu moins de droits après la Révolution française, surtout après le Premier Empire et le Code civil, qu'ils n'en avaient sous l'Ancien Régime. Il y a une époque où il n'y avait pas le droit d'hériter, par exemple, et où il y avait quelque chose qu'on ne peut pas appeler autrement que, excusez l'expression, une préférence nationale. Et quand on regarde de près les textes qui régissent les droits des étrangers, il est difficile de ne pas considérer qu'il reste encore quelque chose de cette préférence nationale. Il y a un certain nombre de droits qui échoient aux nationaux, qui n'échoient pas aux étrangers. Alors la question, on traitera de cette question déjà avec Hervé Lebras, avec Daniel Lochac. La question, évidemment, qui sera posée avec Hervé Lebras, mais aussi avec Daniel Lochac d'ailleurs, c'est les migrants sont-ils autre chose que des étrangers? Pourquoi parle-t-on d'immigrés? Comment dire, Hervé Lebras pose très bien cette question. Il montre comment on a inventé la catégorie de l'immigré. Et c'est passionnant de voir comment des mots surgissent, s'imposent, colonisent le vocabulaire, la langue, et nous employons tous le terme. C'est une catégorie statistique qui a été inventée. Pourquoi? Il l'expliquera mieux que moi dimanche. Parce que lors d'un recensement de l'INSEE, où on voulait savoir combien il y avait d'étrangers en France, vivant en France, on avait trouvé que le résultat était un peu trop faible. Les institutions politiques qui s'intéressaient beaucoup à ces renseignements, elles trouvaient que c'était un peu faible. Et donc ils se sont dit, c'est quelque chose qui ne va pas, là. Cette catégorie d'étrangers, elle est trop étroite. Donc on a inventé la catégorie de l'immigré, c'est-à-dire la personne qui, éventuellement, est naturalisée, donc est française, donc on n'est pas considéré comme étrangère, mais dont les parents sont immigrés, ou qui n'est pas né en France, mais qui est venu en France. Et donc on a fabriqué une catégorie démographique et statistique nouvelle, l'immigré, qui a connu évidemment le succès, la fortune dans le discours politique que l'on Et aujourd'hui, connaît. c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous disiez qu'on a créé cette catégorie parce qu'on trouvait que le nombre d'étrangers était trop restreint. Aujourd'hui, la tendance est plutôt à considérer qu'il y a... L'idée, c'est qu'on le trouvait trop restreint parce que du coup, on ne pouvait pas se plaindre du fait qu'il y avait trop d'étrangers. À partir du moment où on a inventé la catégorie d'immigrés, on pouvait se plaindre désormais que regardez la partie de la population qui est immigrée. Et comme ça ne suffisait pas à montrer Hervé Lebras, eh ben, on a inventé les immigrés de la deuxième génération, les immigrés de la troisième génération. Et dire Lebras, c'est terrible, parce qu'une nationalité, vous pouvez en changer. Vous étiez étranger, vous êtes naturalisé, vous êtes maintenant français. Tandis que là, vous êtes français, mais vous êtes toujours immigré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'alors que le républicanisme, voilà un principe, vous voyez, ils nous viennent comme ça tout à coup, on ne s'y attendait pas. Le républicanisme, c'est l'égalité parfaite de statut. Il y a abolition des privilèges, suppression de tout principe dynastique, rien n'est plus héréditaire, il n'y a pas de statut héréditaire. Et bien voilà qu'on a réinventé un statut héréditaire. L'immigré, c'est un statut héréditaire. Voilà. Donc c'est un principe, distinguer les immigrés démographiquement, ce qui pose la question des statistiques ethniques, qui sera débattue avec Hervé Lebras, c'est un principe anti-républicain. Vous abordez également, me semble-t-il, la question, et ça on en a très peu parlé, du lien entre
République universelle, vous venez d'en parler, République et nation, République et démocratie. Parce que la question se pose de savoir si une République peut-elle ne pas être démocratique, et peut-on assister à une forme de démocratie qui ne serait pas, qui s'inscrirait pas dans un contexte républicain. Alors ça, c'est une question difficile et je ne suis pas sûr que nous l'ayons complètement traitée. Ça pourrait être un terme en réserve pour l'avenir. On l'a traité par un biais qui n'est pas complètement satisfaisant. C'est-à-dire qu'on s'est dit à un moment, à cause d'une discussion d'ailleurs qui a surgi, enfin en partie dans le cadre de l'association, il y a un moment où s'est développé le phénomène Nuit debout. Et, Place de la République à Paris. Place de la République, exactement. Et on s'est demandé à ce moment-là s'il ne faudrait pas consacrer une place importante à ce phénomène Nuit debout. Et certains ont même pensé que finalement le thème de la République, c'est quelque chose qui m'a été dit, risquait d'occulter un phénomène aussi important que Nuit debout. En même temps, d'autres ont répondu que c'était peut-être pas un hasard si ça se passait place de la République, tout de même. Et en plus, d'autres ont fait observer qu'il y avait quand même, dans Nuit debout, des débats autour de l'idée d'une nouvelle constituante. Donc République et démocratie n'ont pas de raison d'être opposés, me semble-t-il. Notre République, d'ailleurs, dit, notre Constitution dit que la République française est démocratique, indivisible, démocratique, laïque, sociale. Ces 4 prédicats sont dans un ordre, d'ailleurs, un petit peu insolite, mais donc... indivisible, ça c'est un point sur lequel on pourra peut-être revenir, l'indivisibilité, c'est très curieux, l'indivisibilité. Indivisible, démocratique, laïque, sociale. Donc une république est par essence démocratique au sens que nous donnons aujourd'hui au mot démocratique. C'est-à-dire que ce n'est plus démocratie, pour aller vite, représentative. Alors ça pose des problèmes très compliqués, c'est que, est-ce que la démocratie représentative, par exemple, telle qu'elle a fleuri sous la Troisième République, est satisfaisante? La Ve République, la Constitution de la Ve République, effectue une double rupture par rapport à celle de la Troisième, c'est-à-dire que les prérogatives du Parlement au plan législatif sont fortement diminuées, puisque le pouvoir de faire des projets de loi échoit au gouvernement. L'Assemblée propose beaucoup moins de lois que le gouvernement n'en présente de son côté. Renforcement des pouvoirs du président de la République qui en fait parler de régime quasi-présidentiel. Et puis une autre chose très différente qui est les prérogatives croissantes du Conseil constitutionnel qui vient limiter la souveraineté absolue que semblait posséder l'Assemblée de faire la loi. Donc là, il faut entrer dans des discussions plus détaillées. Peut-être que d'ailleurs ça se passera à propos lors de la venue de Pierre Rosanvallon à propos du bon gouvernement, où la question de la représentation sera posée. Ce que nous voulions justement, et c'est une des raisons pour laquelle Pierre Rosanvallon a été invité, nous voulions montrer que pour faire face aux problèmes qui se posent aujourd'hui, on peut passer par une réflexion plus radicale, plus fouillée sur la question du républicanisme, mais on peut aussi s'en passer complètement et réfléchir plutôt à de nouvelles formes de démocratie. Il se fait beaucoup de choses dans ce champ-là, et nous voulions aussi créer cette ouverture. Alors, sinon, je pense qu'il n'y a pas de raison de les opposer, et en particulier, pour répondre complètement à votre question, alors que nous avions invité l'an dernier Régis Debray, qui a décliné en disant qu'il avait trop parlé de ces choses, il était ailleurs, maintenant il ne voulait pas y revenir. Je ne l'avais pas lu à l'époque, je l'avais lu il y a très longtemps, on en avait beaucoup discuté, mais c'est très vieux, ça date de 86, je crois, le fameux l'espèce de quiz qu'il avait publié dans le Nouvel Observateur, êtes-vous plutôt démocrate ou plutôt républicain? Et il avait opposé systématiquement démocratie et république, disant que la démocratie c'est anglo-saxon, c'est libéral et c'est anglo-saxon, la république en revanche c'est quasiment une exception française, la laïcité c'est républicain, la tolérance c'est démocrate, etc. Et j'ai relu ce texte vraiment la plume à la main pour essayer d'en tirer quelque chose, puisque des membres du groupe m'avaient dit « mais si, c'est drôlement intéressant ». Je vous le dis en toute franchise, je trouve ça consternant. Heureusement qu'il n'est pas venu alors. Heureusement qu'il n'est pas venu. Enfin, en tout cas, on lui aurait posé la question. Mais parce voilà. qu'on a vu la cité philo aussi discuter de façon ouverte. Je me doute bien. Mais c'est pour ça j'aurais que pas dit que c'est concernant. je me permettais cette remarque. Je lui aurais dit. Enfin, si c'était moi qui avais discuté avec lui, je ne l'aurais pas lâché sur cette affaire. Mais en parlant, vous avez évoqué un thème qui nous reste à aborder, qui est celui de la spécificité de la République à la française.
Oui, alors que vous allez aborder. Ça aussi, pardon, c'est une chose qui est venue très vite dans la discussion, en particulier de la part de gens moins âgés que moi, en particulier, donc qui sont formés à des écoles philosophiques qui me sont moins familières, et qui m'ont dit républicanisme d'abord, d'accord, mais républicanisme critique. Il faut inviter Cécile Laborde, c'est une très bonne idée d'ailleurs, et parce qu'il faut quand même prendre avec des pincettes le républicanisme à la française. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Alors justement, moi je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai personnellement tendance à me méfier des expressions qui circulent dans le discours de façon comme des références qui vont de soi et qui ne sont jamais réinterrogées. Alors, le républicanisme à la française, il me semble que ça peut dénommer 4 choses. La première chose, c'est une invention française d'abord, qui est qu'il y a eu, à partir des années 80, un certain nombre d'intellectuels français qui ont voulu relancer le thème du républicanisme, Debré, Julliard, etc., et qui se sont glorifiés du fait qu'il y avait une exception française. Le républicanisme, c'est une chose particulièrement française, dont la France peut s'enorgueillir, et de ce point de vue, elle pourrait presque faire la leçon aux autres nations. Et c'est ce républicanisme français, ou à la française, qui serait menacé par des idées libérales. Alors ça pose la question du débat libéralisme-républicanisme. Si on a un petit peu de temps, on pourra en dire encore un mot. Alors effectivement, en ce sens, c'est un thème pris en charge par une partie de l'intelligentsia française des années 80. Du coup, les critiques qui se sont développées, en particulier dans le monde anglo-saxon, a consisté à dire ah oui, il y a vraiment là un républicanisme qui ne connaît que lui-même, qui se flatte d'épuiser en quelque sorte le concept républicain. On va lui montrer qu'il y en a d'autres. Et que ce républicanisme-là, il est problématique. Il n'est pas très conséquent. Et à la lumière d'autres façons de décliner le républicanisme, on va montrer qu'il n'est pas cohérent avec ses propres principes, ce qui est l'opération qu'effectuait tout à l'heure Cécile Laborde, en montrant que ce républicanisme-là, dans la façon dont il fonctionne, n'est même pas fidèle à sa propre devise. Mais est-ce que ça épuise la question? Et est-ce que cela, c'est tout le républicanisme en France? Je pense que non. Le républicanisme à la française, c'est aussi l'histoire des idées républicaines dans ce pays, qui dépasse et déborde largement les versions qui peuvent en être données de façon idéologique. Donc il faut au moins faire l'histoire de ce républicanisme à la française en ne l'identifiant pas trop vite à cette version qui effectivement peut être critiquée. Et quand on fait cette histoire, on va découvrir qu'il y a une tradition philosophique sous-jacente à ce républicanisme, je vais le qualifier cette fois-ci peut-être de français, sans donner de caractère cocardier à ce mot. Et c'est le travail remarquable qu'a fait Jean-Fabien Spitz dans un livre qui s'appelle Le moment républicain, où il est allé lire les philosophes de la Troisième République qui sont un peu oubliés, ou bien qu'on n'a pas oublié mais qu'on ne connaît pas, comme Durkheim, sous cet aspect. Durkheim, c'est le fondateur de la sociologie, on ne pense pas lui comme grand penseur républicain. Et il a montré à quel point il y a eu là un corps de réflexion extrêmement important, que notre républicanisme, il ne vient pas tout droit de la Révolution française, comme l'école de François Furet avait pu le donner à penser dans ce mouvement dans les années 70-80 où il s'est agi de jouer le libéralisme contre le républicanisme à la française, qui souffrait d'une sorte de péché révolutionnaire, qui était finalement jacobin, robespierriste, voire rousseauiste. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de consacrer une séance à Rousseau, pour justement rétablir ce qu'il en est vraiment du rousseauisme et de l'influence qu'il a pu avoir sur le républicanisme français. Donc là, il y a effectivement tout un travail à réexhumer, ce qui permettra de comprendre de ce point de vue que la Troisième République, ça a quand même été, parce qu'elle nous paraît un peu désuète, cette Troisième République, évidemment, mais c'est quand même les grandes lois de laïcité, c'est la loi de séparation, c'est les lois scolaires, c'est les lois sur la liberté de la presse, ce sont les grandes libertés politiques, c'est le droit d'association. La fameuse loi de 1901 que nous évoquons tous dès que nous sommes en régime associatif,
c'est une loi profondément libérale. C'est la loi qu'il fallait pour instituer la liberté d'association. Bon. Quelquefois, d'ailleurs, on entend des bruits, on voudrait la reprendre, la limiter, la rendre un peu plus restrictive. C'est une formidable loi libérale. Elle est une loi de la Troisième République. Et il y a derrière cela, effectivement, un fond de réflexion qu'il est intéressant de nous redonner pour que nous réapproprions, en quelque sorte, notre propre tradition. Alors, il nous reste à peine quelques minutes avant de laisser la place à la suite. Est-ce que vous voulez rapidement donner des rendez-vous précis en fonction des interventions qui auront lieu ou conclure d'une autre façon ? Je préférais peut-être, parce que là, vous aurez, vous retrouverez dans la plaquette peut-être la façon dont les différentes séances se rapportent à un certain nombre d'items. Disons qu'il y a en gros 6 grands items qui ont été en filigrane dans la programmation. Qu'est-ce que la République ? Qu'en est-il du républicanisme à la française ? Qu'en est-il de l'État-nation ? Faut-il penser au-delà de l'État-nation ? Il y aura une séance autour d'Hannah Arendt au Goethe-Institut, qui de ce point de vue est une séance très importante parce qu'elle posera à la fois la question de l'État-nation, des limites de l'État-nation et la question de ce qu'elle appelait les sans-droits. Quels sont les droits de ceux qui n'ont aucun droit parce qu'ils sont sans nationalité ? Il y a une réflexion vraiment très poussée d'Hannah Arendt sur ce point qui est très éclairante pour tous les gens qui travaillent sur les questions d'immigrants. Il y aura un 4e axe sur le cosmopolitisme, dont je n'ai pas beaucoup parlé là. Républicanisme, est-ce que ça conduit, quand on en pousse les principes jusqu'au bout, est-ce que ça appelle une forme de cosmopolitisme ? J'ai cru comprendre que Cécile, tout à l'heure, était un peu réservée sur le thème cosmopolitique. C'est quelque chose dont il est très bien de discuter peut-être un jour. Ce sera pris en charge à travers la séance sur Habermas. Ensuite, évidemment, la République et l'universel, c'est un axe qui, en particulier, sera décliné à travers la question des migrants. Nous invitons Jacques Toubon, défenseur des droits, à partir du rapport qu'il a publié cette année, où il s'inquiète du fait que, contrairement à nos conventions internationales et à nos textes constitutionnels, nous ne respectons pas les droits fondamentaux des migrants. C'est une autorité indépendante, évidemment, mais quand même, c'est un personnage de la République. C'est important qu'il ait pris cette position, et nous avons souhaité qu'il vienne l'exposer. Nous aurons également une séance à partir de 2 livres écrits par, d'ailleurs, des gens qui sont membres de l'association, Sophie Gigot et Christiane Voller, qui ont fait un travail sur la situation des migrants, sur Calais en particulier. Elles viendront dialoguer. Christiane Voller a fait un livre avec son compagnon Philippe Bazin, qui a fait des photos, qui est un photographe. Et il y aura là, je pense, une très belle séance sur la question des migrants. Et puis le 6e axe, c'est ce que je disais tout à l'heure, République ou démocratie. Effectivement, il y a peut-être 2 façons de poser ces problèmes. Je dirais un dernier mot, peut-être, si vous me permettez, sur le fait qu'il a manqué quelque chose, parce que les bonnes idées viennent quelquefois tard. On ne trouve pas les gens pour les réaliser, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, il faut avoir les interlocuteurs, les intervenants qui soient disponibles. Et nous aurions voulu qu'il y ait un débat de fond sur libéralisme et républicanisme. Parce que d'un côté, le républicanisme, c'est ce qui a été réactivé depuis quelques décennies sur fond de retrait du marxisme pour trouver une alternative au libéralisme, et en particulier au néolibéralisme. Mais d'un autre côté, certains auteurs, et je pense par exemple à Justine Lacroix, que nous inviterons pour son livre « Le procès des droits de l'homme », qui est un livre remarquable. Certains auteurs pensent qu'un certain républicanisme peut se montrer très illibéral dans son mode de fonctionnement. On en parlait d'ailleurs d'une certaine façon tout à l'heure avec Cécile Laborde. Et j'aurais aimé que ce débat serait très bien qu'on ait un débat, par exemple, Jean-Fabien Spitz, Justine Lacroix ou Jean-Yves Pranchère, mais c'était plus possible de monter ça. C'est un peu un de nos regrets. Peut-être un mot encore là-dessus. Le libéralisme décline en général la première partie de la déclaration en y voyant une déclaration des droits de l'homme. Le républicanisme y voit une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et cette petite différence aurait mérité d'être travaillée un petit peu plus à fond. Bon, c'est un programme annoncé peut-être pour les années à venir. Bravo en tout cas
pour tout ce travail qui donne très envie. Je pense que toutes les personnes qui sont présentes ici, vous les retrouverez au fur et à mesure des rencontres. Je laisse la place donc pour l'inauguration officielle de cette 20e session du festival Cité Philo. Je vous donne rendez-vous quant à moi demain matin à 11h pour une émission avec Florian Guénard sur le thème la démocratie universelle, justement, pour l'enregistrement de l'émission. Et bonne soirée à tous. Restez, ne partez pas, la suite continue. Merci. Merci.